parler des pionnières de l'archéologie égyptienne. Nous allons avoir Hélène Virenque, qui travaille à la Bibliothèque nationale de France et qui est une historienne qui travaille à la fois sur l'Égypte des périodes tardives, mais aussi sur l'histoire de l'égyptologie et notamment sur les pionnières de l'égyptologie. Et en direct du Caire, ce sera donc par voie d'internet, nous aurons Fatma Keshk, qui de son côté aussi est une historienne de l'égyptologie, qui est chercheuse associée notamment avec l'IFAO, l'Institut français d'archéologie orientale, et qui travaille sur les pionniers de l'égyptologie, hommes et femmes, mais qui va aujourd'hui nous présenter les pionnières de l'égyptologie en Égypte. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour l'invitation. C'est vraiment une très belle opportunité de participer à la 2e édition de ce cycle, donc longue vie au cycle et jusqu'à la 5e édition. J'ai hâte d'être dans 3 ans pour voir la suite de tous les échanges qu'on aura eus au cours de ces épisodes. Donc j'ai la mission de vous parler en 10 minutes. Des pionnières de l'égyptologie. Donc ce ne sera pas une approche de monographie et de personnalité. Je vais insister sur 3 points, principalement qui me semblent importants pour ces femmes, ces premières archéologues françaises en Égypte. Je vais d'abord décrire les institutions dans lesquelles ces femmes se sont formées, voir les statuts et les fonctions qu'elles ont occupées. Et enfin, je vais m'attarder là, c'est vrai, il le faut, c'est nécessaire, sur une personnalité la plus célèbre d'entre elles, Christiane Desroches-Noblecourt, qui est une des femmes les plus, des personnalités majeures de l'égyptologie française au XXe siècle. Alors les lieux de savoir, quels sont-ils pour ces femmes qui s'intéressent, qu'on est une femme et qu'on s'intéresse à l'égyptologie, à la civilisation égyptienne, au début du XXe siècle? Ça a déjà été évoqué par ailleurs, donc il y en a principalement 2. C'est l'école pratique des hautes études, fondée en 1868, et l'école du Louvre en 1882. C'est vrai que ces 2 institutions se distinguent de l'université française qui ouvre ses portes aux femmes dans les années 1870-1880 en France. Elles se distinguent par la possibilité d'y accéder beaucoup plus facilement et parce que dans leur statut de création, il n'est pas écrit expressément que c'est fermé aux femmes. C'est ouvert à tout le monde. Ce qui ne veut pas dire que c'est facile pour les femmes d'y entrer et ce qui ne veut pas dire que tous les professeurs et enseignants sont d'accord pour que les femmes viennent assister à leurs cours puisqu'elles dérangent souvent. Elles rendent les étudiants masculins un peu dissipés. Les pauvres. Donc à partir des années 1930, plusieurs Françaises suivent des conférences de l'EPHE. Elles ont l'assurance de trouver de très bons enseignants en philologie égyptienne, hiéroglyphes, hiératique, démotique, et aussi en archéologie. Certaines sont auditrices et complètent la formation qu'elles suivent à l'Institut catholique de Paris ou à l'école du Louvre. D'autres sont des élèves titulaires, il y a vraiment une distinction, un statut qui leur permet d'obtenir un diplôme. Parmi elles, quelques figures se démarquent en faisant carrière en égyptologie ou en travaillant sur le terrain. On notera les noms ainsi de Jeanne d'Abadi d'Arast, future Jeanne Vendier, Marianne Gwench-Oglouef, Marcel Beau et Christiane Desroches. D'un point de vue méthodologique, comme vous le voyez sur l'écran à droite, j'aimerais souligner l'apport des publications en ligne de l'EPHE. Ça, c'est vraiment très précieux en historiographie. Vous avez les annuaires, les listes d'élèves qui sont disponibles sur le site percepan.fr, ce qui facilite les recherches. Donc, notamment dans les listes d'élèves et auditeurs réguliers, vous avez les dates et le lieu de naissance des élèves, qui sont des indications précieuses quand on mène des recherches sur des étudiantes peu connues ou qui n'ont pas fait carrière par la suite. Les résumés des cours, comprenant aussi des informations sur les spécialités des élèves, sur les missions qu'elles effectuent en Égypte, sont autant d'éléments qui permettent de reconstituer les étapes de leur formation. Donc là, j'ai souligné dans ces 2 extraits de 1930 et de 1934 le nom de ces 2 mademoiselles et de ces mesdames, de ces dames. Vous voyez le nom de Desroches, Gwench-Oglouef, et c'est aussi un autre aspect intéressant, c'est que c'était souvent d'abord des étudiantes étrangères qui suivaient ces cours et après on a eu les françaises. Du côté de l'école du Louvre, l'accès n'étant pas soumis à l'obtention d'un diplôme, c'est un public varié d'auditeurs et d'élèves, donc statut d'élève qui permet de passer un diplôme de thèse après avoir validé 3 années d'études. Donc c'est ce public varié qui vient rapidement suivre les cours des égyptologues tels que le démotisant
Eugène Revillou et Paul Pierret, premier titulaire de la chaire d'archéologie égyptienne. La jeune institution accueille de nombreuses femmes, d'abord en tant qu'auditrices, puis davantage comme élèves après la Grande Guerre. Marcel Beau ainsi, Madeleine Gauthier-Laurent, Jeanne d'Abadie-Taras de nouveau, Christiane Desroches, passent notamment par l'école, dont la moitié des élèves sont des femmes à partir des années 1910. Et donc ces femmes, une fois diplômées, quels sont les débouchés qu'elles peuvent avoir pour, suite à souvent ce double cursus qu'elles ont effectué. Donc penchons-nous vers les statuts et les fonctions de ces étudiantes. Il est parfois difficile de saisir la réalité des tâches liées à un poste dans les années 1930-1940. Et ça, on vient de le voir suffisamment dans les interventions précédentes, ces titres peuvent correspondre à des missions salariées ou non, rémunérées ou non. Parmi les différentes femmes que j'ai mentionnées, je citerai Marianne Gwenchoglouef, qui est quasiment une exception au milieu de ses étudiantes, car elle travaille déjà comme attachée au musée Guimet. Elle est chargée des collections égyptiennes depuis 1933, à la demande de l'égyptologue Alexandre Moret, qui est alors directeur honoraire de l'institution. Elle fait partie d'une équipe de bénévoles, appelée tantôt attachés, tantôt chargés de mission, qui participent en 1935 au réaménagement de la galerie égyptienne du musée Guimet, à l'occasion du cinquantenaire du musée. Et il a été quasiment impossible d'accéder à son dossier administratif, donc je me suis tournée vers les archives de la presse en ligne sur le site de Gallica pour comprendre, grâce à un article du journal Beaux-Arts évoquant ce réaménagement, qu'il s'agissait d'une équipe de bénévoles. Donc les sources, on va dire administratives, ne se trouvent pas toujours là où on les attend. Sur le terrain en Égypte, la situation est plus contrastée. Et alors oui, juste pour rappel, ces femmes, on a souvent très peu de photos d'elles, donc je vous mets des photos de chantier à la place. Voilà, c'est un peu dommage, mais voilà, c'est aussi une forme d'invisibilisation. En Haute-Égypte, sur la rive gauche de Luxor, le site de Der El Médine, donc dans les années 1930, qui est dirigé par Bernard Bruyère, c'est l'un des chantiers majeurs de l'Institut français d'archéologie orientale, l'IFAO. Et ce chantier accueille dès les années 1930 des femmes qui ne peuvent pas être qualifiées uniquement de techniciennes ou de dessinatrices. On y croise donc Jeanne Vandier d'Abadie, dont Guillemette André-Lanoé a parlé. Et cette dernière et son époux Jacques Vandier arrivent en Égypte en 1933, lorsqu'il est nommé pensionnaire à l'IFAO. Et les deux travaillent sur le chantier. Et la jeune femme, elle est chargée de mission, c'est son titre, auprès de l'IFAO, mais elle ne perçoit pas de salaire. Une autre personnalité intéressante et moins connue, c'est Geneviève Jourdain, 1908-2007, qui, elle, s'est formée à l'EPHE, à l'École du Louvre, à l'Institut catholique, qui est titulaire de 3 licences de lettres. Et elle est nommée archéologue auxiliaire, c'est son titre exact, archéologue auxiliaire à Der El Médine de 1933 à 1940. Elle est rémunérée par l'IFAO et elle est de fait la première Française payée comme archéologue dans le milieu de l'égyptologie. D'après son dossier conservé dans les archives administratives de l'IFAO, sa mission consiste à, je cite, « surveiller les fouilles, effectuer des relevés, copier des textes par photographie et dessin, faire l'inventaire des objets et participer aux publications de l'IFAO. » Et vu apparemment le succès de sa mission, Bernard Bruyère la charge, ainsi que Jeanne Vandier d'Abadie, de publier 2 tomes de la nécropole de l'agglomération des ouvriers de Der El Médine en 1939. Son statut de célibataire à Geneviève Jourdain ne paraît pas avoir posé de problème au sein de l'équipe, mais l'existence de querelles sur la présence des femmes seules, on pense par exemple à Madeleine Gauthier-Laurent. Donc la présence de femmes seules dans la maison de fouilles du site est néanmoins attestée. Ces querelles sont attestées dans la correspondance administrative du directeur de l'IFAO. Donc faute de sources et de témoignages, on ne sait finalement que peu de choses sur ce que ces quelques Françaises ont vécu au quotidien sur ces chantiers, majoritairement masculins. La collaboration avec les collègues semble s'être bien déroulée pour la majorité d'entre elles, mais il reste que la prise de responsabilité pouvait s'accompagner de remarques sexistes, comme le montrent les débuts de la carrière de Christiane Desroches dans le domaine archéologique. Donc la première sur tous les fronts, la pionnière, c'est Christiane Desroches, épouse Noblecourt. Elle est née en 1913, c'est une camarade de Geneviève Jourdain, et elle est la première femme, elle a 24 ans, à être nommée pensionnaire ou membre scientifique de l'IFAO en 1938. Alors elle arrive dans une ambiance d'émulation intellectuelle,
mêlé à un certain esprit carabin, comme le prouve ce témoignage de Georges Posner, qui est un ancien pensionnaire entre les années 1931 et 1935. Je vous laisse lire le témoignage sur la colonne de gauche. Donc, voilà, on a l'image de chercheurs qui se promenaient en pyjama et qui avaient des grandes conversations et qui avaient l'air une bonne bande d'amis qui rigolaient beaucoup. C'est sûr que la nomination de Desroches détonne un peu dans ce milieu masculin. L'épisode de son arrivée à l'Institut est rapporté avec saveur dans son autobiographie. Donc il était impossible qu'une femme puisse vivre sur un chantier de fouilles où les conditions d'existence seraient trop dures pour son frêle organisme. Donc imaginez les membres scientifiques aller protester auprès du directeur. Alors le directeur, il est papyrologue. Alors lui, les archéologues, pas trop son truc. Alors il préfère garder ses distances avec cette querelle et il rejette leur requête. Donc elle peut rester sur place. Elle s'installe dans le palais Mounira, c'est l'endroit qui abrite l'IFAO, mais elle refuse d'habiter dans l'aile dévolue en pensionnaire. Donc elle fait aussi sa vie à part. Sorte de baptême du feu, le directeur, donc Pierre Jouguel, envoie travailler 4 mois en Haute-Égypte. Donc il l'expédie comme ça, c'est une forme de déplacer le problème. Et elle part à Tel et-Fou, où elle va fouiller avec la mission franco-polonaise sous les ordres de l'archéologue Casimir Michalowski. Après avoir joué, je cite, l'infirmière et la cuisinière, je pense que ça devait être le bizutage habituel, elle dirige le secteur de fouilles de la nécropole de l'Ancien Empire, une première sur le terrain pour une Française et le début d'une longue carrière pour la jeune femme. Une carrière qui est faite de beaucoup de premières. Donc elle reste la première française à avoir dirigé un chantier de fouilles dans les années 1930. Sa carrière se déroule principalement au musée du Louvre. De chargée de mission bénévole en 1934, elle passe assistante en 1942, puis elle est promue conservateur adjoint en 1949 au sein du département des antiquités égyptiennes. Elle est la première femme à obtenir un tel poste au musée. Ce début de carrière, ainsi que son rôle dans la protection des œuvres du musée pendant l'occupation, en lien avec le réseau du musée de l'Homme, lui donne une certaine aura. En 1948, dans le cadre d'une série sur les femmes de science, Le Figaro lui consacre un long article évoquant ses études, son expérience archéologique en Égypte, ainsi que son engagement dans la résistance. Et alors, la journaliste souligne sa double responsabilité de mère de famille et de chef de chantier. Et il y a tout au long de l'article, il y a un parallèle. Alors, c'est aussi entretenu par l'égyptologue, qui dit que oui, ça se passe bien à la maison, ça se passe bien sur le chantier. Mon mari, je ne subis pas de pression, ce qui était une réalité. Desroches Noblecourt a toujours eu un époux qui l'a soutenue. Et elle avait une vie de famille, ils avaient un fils ensemble. Et de l'autre côté, on va placer sa responsabilité de chef de chantier, dirigeant 350 Égyptiens, et ça se passait très bien aussi. Donc c'est intéressant parce que on est en 1948, donc après la guerre, elle a bénéficié de l'aura de son rôle dans la résistance. Et il y a déjà cet impact, cette personnalité très médiatique qui a le bon mot, qui travaille au Louvre, qui enseigne, qui a une carrière protéiforme. Et ça, c'est ce qui va la suivre, lui être reconnue toute sa vie. Elle assoit sa position au musée du Louvre d'année en année, devenant directrice du département des antiquités égyptiennes de 1974 à 82. Elle organise de multiples expositions, dont 2 ont eu un impact médiatique retentissant, Toutankhamon et son temps, 1967, et Ramsès le Grand, 1976. Et ses actions en faveur de l'archéologie en Égypte se manifestent à plusieurs niveaux. Elle a un rôle fondamental dans le sauvetage des temples de Nubie, lors de la construction du grand barrage d'Assouan, dans les années 1950-1970. Et à son initiative, le Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak est fondé en 1967. Enfin, elle forme en 1970 une équipe du CNRS qui fouille jusqu'en 1983 dans la vallée des Reines et au Ramesséum. Et elle est enfin la première femme à recevoir une médaille d'or du CNRS en 1975. Donc son impact dans la région de Luxor reste très prégnante et elle forme de nombreux étudiants, aussi bien hommes que femmes, qui prendront sa suite. Il est vrai, souvent, on ne va pas dire que c'est l'arbre qui cache la forêt, mais elle a sa carrière extrêmement longue, son aura médiatique et les différents postes qu'elle a occupés en font une des personnalités majeures de l'égyptologie au XXe siècle. Et pour conclure, au-delà de ce parcours exceptionnel et un parcours qui est très documenté, il y aura encore beaucoup à dire sur ces quelques figures moins connues de la discipline.
En croisant recherche dans la littérature scientifique, on apprend beaucoup des notes de bas de page, des remerciements et des comptes rendus de livres, ça je vous le dis, pour justement pallier le manque d'informations qu'on a sur certaines femmes. Et donc les recherches dans la littérature scientifique, les archives administratives et les correspondances officielles et privées. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hélène. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui nous aide à mettre Fatma, à nous mettre en lien avec Fatma. Bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup pour l'invitation avec vous à cette très intéressante journée d'études. J'ai beaucoup appris depuis le matin, et là, je vous prends dans un... je dirais une capsule sur les pionnières en égyptologie égyptienne. Je tiens à commencer à vous dire que malheureusement les sources, surtout en histoire d'égyptologie égyptienne que j'étudie depuis, disons, presque 12 ans maintenant. Les sources depuis sur les 19e et début du 20e siècle nous dit presque rien sur la présence des femmes en égyptologie égyptienne. Quand on réussit à trouver un nom, alors c'est une grande découverte. On apprend, on a déjà étudié, c'était comment le démarrage des études égyptologiques en Égypte pour les hommes, avec la présence de plusieurs institutions et écoles, apprendre l'égyptologie, soit des institutions indépendantes comme l'école de Madrasat al-Lisan al-Qadim, l'école fondée par le Khedive Ismail et l'égyptologue allemand Heinrich Brugsch, et ensuite plusieurs écoles jusqu'à la présence pour la première fois de l'égyptologie à l'université Fouad, qui est devenue plus tard l'université du Caire. Alors la première université égyptienne en termes modernes. Qui commence à recevoir les étudiants, et surtout les étudiants en égyptologie depuis l'année 1925, alors un siècle déjà. Aucun nom d'une femme n'existe dans les noms des étudiants entre 1925 et 1929, puisque c'est seulement en 1929 qu'on a commencé à permettre que les filles soient étudiantes à l'université, aux universités. Mais on avait toujours un nom qui flotte comme ça dans quelques recherches et quelques publications, surtout les publications de Donald Reed sur l'histoire de l'égyptologie égyptienne. Et c'était le nom de... est-ce qu'on peut avoir le diapo suivant, s'il vous plaît? C'était le nom de Afifa Eskander Ibrahim, que je tiens à remercier ma collègue Marianne Claude, membre scientifique de l'IFAO, qui m'a fait connaître ce document dans les archives du centre Golenichev à l'école des hautes études. Et qui fait une documentation de la présence de Afifa Eskander comme auditrice à l'université du Caire dans l'année 1928. Alors, seulement une année avant la permission officielle aux femmes de s'inscrire comme étudiantes officielles à l'université du Caire.
à cette époque l'université Fouad Ier. Moi, j'essaie, et d'autres collègues aussi qui travaillent sur l'histoire de l'égyptologie égyptienne, de chercher n'importe quelle autre information sur Afifa Iskander, en plus de ce document où elle remercie son prof, Vladimir Golenichev, qui était professeur à l'université Fouad Ier à cette époque, parce elle était très reconnaissante à son prof Golenichev. Elle voulait bien le remercier dans ce joli document que vous voyez sur l'écran. Ensuite, il y a plusieurs, bien sûr, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, on commence à avoir plus de noms de femmes égyptiennes dans le domaine d'égyptologie et dans l'archéologie en général. Si on passe au diapo, oui, merci. Là, j'ai sélectionné, bien sûr, des noms qui sont à la fois des pionnières de l'égyptologie égyptienne, de l'archéologie égyptienne, mais aussi les 4 noms touchés personnellement dans ma domaine, selon différentes expériences. Et alors, je commence par Dr Faiza Heikel, qui était la première femme qui obtient sa thèse de doctorat en égyptologie, la première femme égyptienne qui obtient sa thèse de doctorat en égyptologie au début des années 1960. Elle est aussi pionnière dans plusieurs domaines. En égyptologie, je tiens à vous donner l'exemple qu'elle était pionnière à appeler à nous éveiller, on peut dire, éveiller la continuité entre l'Égypte ancienne et l'Égypte contemporaine, dans la culture, dans la langue, dans les matériaux, les objets de la vie quotidienne, et ce on peut appeler plus tard, le terme qu'elle utilise elle-même, ethno-égyptologie. Alors, on peut très bien dire qu'elle est la pionnière de ces études de continuité entre l'Égypte ancienne et l'Égypte moderne. Dans l'égyptologie égyptienne et l'égyptologie dans le monde aussi. Bien sûr, Dr Torfa Hamdoussa, qui était professeur à l'Université du Caire d'égyptologie, surtout qui nous avait enseigné sur les cours de la religion en Égypte ancienne. Je passe après ça à Ola Lagezi, professeure d'égyptologie à l'Université du Caire et directrice chef du chantier de l'université à Sahara jusqu'à maintenant. La 4e figure que je vais me concentrer de plus sur elle, c'est Dia Abourezi. Et Dia Abourezi, j'ai découvert le nom de Dia Abourezi pendant mes études, mes recherches sur la carrière de Selim Hassan, l'égyptologue égyptien bien connu, Selim Hassan. Et je tombe alors sur l'article, un des articles de Dia Abourezi, où elle fait une commémoration et documentation de la carrière de Selim Hassan. Ça m'intéresse son nom, de rechercher plus sur son nom. Alors je découvre, il y a déjà plus que 10 ans, qu'elle était la première femme directrice du musée égyptien du Caire. On passe au diapo suivant, s'il vous plaît.
Alors, Abou Ghazi était né dans une famille de la classe moyenne égyptienne au début des années 1920. C'était une famille qui appréciait bien l'art, l'histoire et la culture. Alors, son oncle, le frère de sa mère, était le sculpteur exceptionnel, Mahmoud Mokhtar, très connu par être très influencé par la civilisation égyptienne ancienne. Qui, je pense que ça a beaucoup aussi inspiré sa nièce dans sa vie et sa carrière. Son frère, Badreddin Abou Ghazi, était ministre de la culture de l'Égypte dans les années 1970. Elle s'occupe pour quelques années, alors elle obtient elle étudie, elle commence ses études à l'université Fouad Ier en 1949. Et elle commence sa carrière au service des antiquités égyptiennes après la licence d'égyptologie. Et en parallèle, elle continue ses études et elle obtient sa thèse de doctorat en 1966. On peut dire qu'elle a consacré l'essentiel de sa carrière au musée égyptien du Caire, où elle a occupé plusieurs postes et plusieurs responsabilités. Le poste qui a duré le plus long de sa carrière, c'était son poste comme directrice de la bibliothèque du musée du Caire, à partir de 1965. Elle contribue alors à la rénovation et la structure de nouveau de la bibliothèque du musée du Caire, et elle élabore avec son collègue Abdel Mohsen El Khacheb, un autre égyptologue égyptien. Tous les deux, ils publient ensemble le nouveau catalogue de la bibliothèque du musée. Un peu plus tard, elle était nommée comme directrice générale du musée, et c'était la première fois dans l'histoire du musée qu'on a une femme directrice, et c'était en 1978. Elle est alors la première femme à occuper cette fonction, et elle devient ensuite le chef du secteur des musées, de tous les musées égyptiens, et directrice adjointe de l'Organisation des antiquités égyptiennes, ce qu'on appelle maintenant le service des antiquités. Elle s'intéressait beaucoup au développement des musées régionaux. Alors, tous les musées qui ne sont pas à la capitale, mais les musées régionaux, surtout le musée des gouvernorats du delta égyptien. Pardon, excusez-moi. Si on passe au diapo suivant, on peut voir quelques photos. Sur la droite, une de ces photos à la bibliothèque du musée. Dans le centre, on peut voir une photo en noir et blanc avec l'égyptologue français Jean-Philippe Loher lors de l'inauguration d'une exposition sur ses découvertes à Sahara dans les années 1970. Une autre photo sur la gauche devant l'entrée du musée du Caire. On peut dire que aussi Abou Ghazi n'a jamais été, à mon avis, n'a jamais été encore suffisamment reconnu au niveau, les deux au niveau national et international. C'est pourquoi c'est une des raisons que je m'intéresse beaucoup à son histoire, à sa carrière. C'est grâce à elle aussi que j'ai découvert plusieurs numéros du bulletin des annales
annales des services des antiquités, qu'elle a consacré spécialement pour faire la commémoration des pionniers de l'égyptologie égyptienne. Comme je vous ai cité l'exemple de Salim Hassan, mais aussi elle a consacré un autre numéro complet pour la mémoire de Ahmed Kamel, un égyptologue pionnier, le premier qui est considéré le premier égyptologue égyptien. Et d'autres numéros consacrés spécialement à faire la documentation du musée égyptien. Et je vous remercie pour votre attention. Fatma, un énorme merci pour cette présentation. C'était vraiment très important pour nous de parler bien sûr des pionnières que l'on connaît un peu mieux. Hein. Nous sommes en France bien évidemment, mais des pionnières égyptologues en Égypte aussi. C'était très important. Est-ce que vous avez quelques questions? Je vous avoue bien sûr, on a 45 minutes de retard. Non, ça ne nous empêche pas quand même de faire les questions. Est-ce que vous avez des questions pour Fatma Keshk? Peut-être pressé de faire une pause. Aucun problème. Merci encore infiniment, Fatma, d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.